Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, Adrien Quatennens. Bonsoir Amélie Merci Carrère. beaucoup d'être notre invité dans toute franchise ce soir. Vous êtes député La France Insoumise du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Est de l'Europe. Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, à l'issue d'un appel d'environ 1h45, se disent d'accord pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu. On va en reparler, mais Joe Biden se dit prêt à rencontrer le président russe. Bon espoir, oui ou non, que le travail diplomatique en cours paye, selon vous, et notamment celui du président français? La solution, tout le monde l'espère, doit être diplomatique et doit être celle de la désescalade, en effet. Vous savez, Amélie Carrère, dans une situation comme celle-là, de montée des tensions, on a aussi une difficulté parfois, alors comme responsable politique, mais même vous comme observateur, c'est que dans une situation de tension, vous avez une intensification des propagandes de part et d'autre, y compris parce que les acteurs en présence doivent tenir compte d'équilibres internes, de leurs opinions publiques, qui sont chauffées à blanc dans ce moment. Donc c'est assez difficile. En tout cas, tout le monde a intérêt, en effet, à une désescalade. Alors, peut-être rappeler un peu quel est le contexte de la situation que nous avons sous les yeux, parce que c'est très compliqué et la plupart des gens qui nous regardent ont du mal à décrypter tout cela. Le contexte géopolitique, la toile de fond, ce sont d'un côté des États-Unis, une puissance qui décline économiquement, qui est face à la Chine, qui de ce point de vue sur la situation économique a pris le pas sur elle, et des États-Unis qui aujourd'hui existent essentiellement de deux moyens et maintiennent leur puissance à travers le monde de deux moyens. Le premier, c'est que le dollar reste la principale monnaie de réserve et d'échange, d'une part. Et la deuxième, et c'est ce qui nous intéresse dans cette situation, c'est l'expansion tous azimuts, d'un point de vue militaire, des États-Unis d'Amérique. Je rappelle que l'OTAN, l'alliance qui est tenue par les États-Unis et dont la France est membre, ce qui pour nous, à la France Insoumise, pose un problème, nous sommes pour la sortie de l'OTAN, j'y reviendrai, c'est 1031 milliards de dépenses militaires. Donc c'est énorme. Et c'est cette volonté sans cesse d'extension. Il y a deux enjeux sur place. Le premier enjeu, c'est la question justement de l'extension toujours plus à l'est de l'OTAN à travers l'Ukraine. Et de son côté, Vladimir Poutine dit, lui, je considère que l'extension à l'est de l'OTAN est une agression à mes frontières, d'une part. Et le deuxième enjeu, qui est plus interne à la crise ukrainienne, ce qu'on vit dans les heures qui sont en train de se jouer sous nos yeux, c'est la question du respect des accords de Minsk qui avaient été obtenus par le format Normandie, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, qui, objectivement, n'ont pas été appliqués. Et d'ailleurs, c'est notamment la responsabilité du gouvernement ukrainien si ces accords n'ont pas été appliqués. Donc voilà la situation que nous avons sous les yeux. Joe Biden, aujourd'hui, se dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine, qu'importe le format, si cela permet d'éviter la guerre. Est-ce que vous estimez toujours, et apparemment oui, que c'est l'OTAN et les États-Unis qui attisent les tensions aujourd'hui? Mais évidemment que l'extension toujours plus avant à l'est de l'OTAN est le principal problème. Mais là, dans les heures qui, justement, vous le dites vous-même, se déroulent sous nos yeux en ce moment même, puisqu'on est vraiment à l'heure près, est-ce que quand Joe Biden dit « moi je suis prêt à rencontrer quel que soit le format Vladimir Poutine pour en parler », extrêmement positif, évidemment. Mais donc, est-ce que vous pouvez toujours dire que ce sont les États-Unis et l'OTAN qui sont en train d'attiser les tensions? Mais Amélie Carrère, comment pourriez-vous, vous, dire le contraire? Est-ce que vous niez que l'OTAN est une puissance agressive? Est-ce qu'il faut rappeler quelques dossiers géopolitiques précédents et cette volonté des États-Unis de toujours s'étendre? Oui, c'est un problème. Vous savez, c'est le moment de dire notre position clairement pour qu'elle soit entendue. Parce que toutes sortes de reproches, parfois, et peut-être commencer par là, sont faits, y compris à Jean-Luc Mélenchon. Soutien de Vladimir Poutine, c'est ce qu'on entend régulièrement. Eh bien, alors, ça mérite d'être très clair, et ça me permet de faire cette clarification devant vous et celles et ceux qui nous écoutent. Une position non alignée comme celle que nous défendons, par définition, non alignée, ça veut dire ni dans un camp, ni dans un autre. Et à toutes celles et ceux qui, régulièrement, vont à dire que Jean-Luc Mélenchon serait un soutien du régime russe ou de Vladimir Poutine, je veux rappeler à ces très intelligents que quand Jean-Luc Mélenchon se rend en Russie et à Moscou, il va soutenir il l'opposition. rencontre l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, M. Sergueï Oudeltsov du Front de gauche russe, qui, je veux le rappeler, a passé 4 années en prison. Donc Jean-Luc Mélenchon soutient Vladimir Poutine, ça n'est pas le sujet. Vous estimez que la Russie se sent humiliée, elle se sent menacée, elle se sent agressée, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon aussi rappelle régulièrement. Pour autant, si la Russie intervenait en Ukraine dans les prochaines heures, est-ce que ce serait justifié selon vous? Qu'elle intervienne? Non, bien sûr que non. Une position non alignée, celle que nous défendons avec Jean-Luc Mélenchon, consiste à dire ceci, Amélie Carrère. La Russie n'a pas à entrer en Ukraine. La Russie n'a pas à envahir l'Ukraine, d'une part. Deuxième chose, les États-Unis n'ont pas à annexer l'Ukraine au sein de l'alliance de l'OTAN. Voilà. C'est-à-dire, pas dans un camp, pas dans un autre. Et d'ailleurs, ce qui en quelque sorte rabougrit la diplomatie française dans cette affaire, c'est que quand M. Macron se rend
plein de bonne volonté à n'en pas douter, à Moscou. Vladimir Poutine, face à lui, sait bien qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a pas les clés en main et qui n'a pas la décision définitive. Alors pourquoi continue-t-il d'accepter des appels téléphoniques de près d'1h45, des rendez-vous Parce que, et heureusement, tout le monde discute avec tout le monde, et peu importe d'ailleurs les régimes, parce que l'intérêt de la France, c'est la paix, c'est l'intérêt supérieur. Donc on ne se soucie pas de savoir si le régime est convenable pour discuter, pour avoir des relations diplomatiques. En revanche, Emmanuel Macron a été en quelque sorte non seulement pris dans ses propres contradictions, parce que quand d'un côté il va au Kremlin tenter de jouer la désescalade et de faire penser que la France a un rôle central dans cette histoire, bon, c'est l'affichage. Mais à côté de cela, et Vladimir Poutine le sait, on a Emmanuel Macron qui, depuis l'Europe, et d'ailleurs maintenant président du Conseil de l'Union européenne, dit qu'il faut cette puissance européenne arrimée à l'OTAN. Et évidemment que quand, pendant le rendez-vous entre M. Poutine et M. Macron, vous avez M. Biden et M. Scholz de l'autre côté qui, à l'heure où M. Macron essaye de mettre en scène la désescalade, font justement des prises de position qui sont plus excessives les unes que les autres. Le travail d'Emmanuel Macron ces dernières heures, ces derniers jours, et certainement dans les jours à venir, ce n'est rien. Parce que, quelque part, vous appelez, vous, depuis le début, à la désescalade. Avec ce mot-là, c'est également ce qu'il met sur la table. Amélie Carrouer, vous dites qu'il faut dialoguer avec la Russie, continuer à le faire. Il entretient le dialogue avec Vladimir Poutine. Mais entendez que j'aimerais que ce soit efficace. Et si ça l'est, tant mieux. Et je ne doute pas de la bonne volonté. La question n'est pas là. Il peut y avoir aussi un peu d'affichage politique. C'est pas très supportable quand la diplomatie russe dit que la France est hors jeu, entre guillemets, et qu'elle est hors de l'équation, mais ça signifie quelque chose de notre puissance diplomatique, qui est extrêmement limitée. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « la France doit sortir de l'OTAN » pour retrouver son indépendance et avoir une position non alignée, c'est précisément pour être un interlocuteur fiable aux yeux de tous, et pas donner l'impression qu'on est la cinquième roue du carrosse, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que tant que nous serons arrimés à l'OTAN, nous serons dépendants des décisions et de la volonté des États-Unis d'Amérique. Et voyez que d'un côté, vous avez récemment le gouvernement ukrainien qui dit qu'il n'y a pas de risque d'invasion imminente. En début de semaine dernière, vous avez Vladimir Poutine qui dit on va retirer les troupes. Et de l'autre côté, vous avez Joe Biden qui dit si, la Russie va envahir l'Ukraine. D'ailleurs, je connais la date, c'est imminent. Vous voyez que tout ça procède d'opérations aussi de propagande. Et j'insiste bien là-dessus pour que tout le monde comprenne. C'est que chacun, depuis sa position, parle aussi à son opinion publique à l'intérieur. Il faut bien comprendre ça. Une guerre de communication, ça indéniablement, c'est une guerre d'image, etc., de pression diplomatique. Mais vous parlez de l'Ukraine. Vladimir Zelensky, il a dit hier, attention à la politique de l'apaisement voulue par Vladimir Poutine. La dernière fois que l'Europe a dit OK à l'apaisement, ça s'est terminé en Crimée, en quelque sorte. Vous l'entendez, ça ? Mais bon, il souffle aussi le chaud et le froid, parce qu'il y a quelques jours de cela, il disait il n'y a pas de risque d'invasion, il faut se calmer, y compris médiatiquement. Et puis à côté, on nous dit non, il y a un risque imminent. Moi, je vous dis que ce qui est en train de se passer, même si c'est très compliqué de savoir, par exemple, qui a tiré le premier, vous le savez, vous, moi, je ne le sais pas. Mais ce qui se joue aujourd'hui sur l'Ukraine en tant que telle, c'est la question des accords de Minsk et de leur respect. Et de ce point de vue, la diplomatie devrait reprendre. Vous me dites à l'instant, Amélie Carrouer, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, que feriez-vous ? La première chose que je veux vous dire, c'est qu'on est le 20 février et qu'avant d'en arriver à la situation dans laquelle nous sommes, peut-être nous aurions fait un certain nombre de choses qui feraient qu'on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que là, la diplomatie, je vais me répéter. Les réunions sont relancées, peut-être même le format Normandie, c'est justement ce qui est en train de se jouer. Vous feriez quoi différemment ? Je vais me répéter pour être très clair, Amélie Carrouer. Quand nous disons que la France a besoin de retrouver son indépendance, c'est une condition pour pouvoir jouer un rôle diplomatique qui pèse. Aujourd'hui, malheureusement, et je le regrette sans doute avec vous, quand la France joue ce rôle diplomatique, nos interlocuteurs, et notamment Vladimir Poutine au premier d'entre eux, sait qu'il n'a pas devant lui la personne qui tient les clés entre les mains. Puisque nous sommes arrimés à l'OTAN et que quoi que dise M. Macron, c'est M. Biden qui prend les décisions. Donc si rencontre il y a effectivement entre Joe Biden et Vladimir Poutine, vous trouvez que là, c'est Évidemment que là, c'est de nature à faire bouger les choses. Et je vous redis qu'il y a deux enjeux sur place, il faut l'entendre, deux enjeux. Le premier enjeu, c'est le fait que les États-Unis d'Amérique n'annexent pas l'Ukraine dans l'OTAN. C'est les garanties en termes de sécurité que demande Vladimir Poutine, de son point de vue. Et le dire ne veut pas dire et ne fait pas de nous des défenseurs ni du régime russe, ni des partisans de Vladimir Poutine. Je me suis expliqué sur ce point. Et de l'autre, eh bien, il faudrait, dans la diplomatie, reprendre la discussion autour des accords de Minsk, puisqu'ils avaient été signés.
La France, l'Allemagne y ont concouru et ils n'ont pas été respectés. Non. Je reviens quand même à une question un peu initiale, mais quand même, puisque bien sûr c'est l'inquiétude de savoir si oui ou non il y aura cette guerre, oui ou non il y aura cette intervention. On l'a montré hier sur ce plateau, ça commence à inquiéter les Français. Bien sûr. Parce que c'est l'Europe, parce que c'est là. Mais tout le monde est inquiet et c'est normal. Voilà, mais est-ce que dire nous sommes non alignés, voilà notre position, ça veut dire non-intervention si la Russie avançait opérationnellement parlant, en Ukraine, intervenait, passait en mode guerre? Ça veut dire qu'il faudrait tout faire pour exiger. Alors d'abord, Mais si souhaitons... le faisait. Non, mais attendez, Ouais. parce que c'est pareil. Je ne voudrais pas qu'à travers notre discussion, on procède nous-mêmes à la propagande de part et d'autre. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. C'est-à-dire, y compris si on entend, comme vous l'avez entendu, les derniers échanges dont l'Élysée nous a fait état entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, il n'y a pas de signe d'une volonté d'invasion de l'Ukraine de manière imminente. Si d'aventure cela devait arriver, la priorité de la diplomatie française, ce serait d'exiger un cessez-le-feu et de reprendre la discussion diplomatique là où elle doit reprendre. Et donc, je redis, et c'est important, qu'il y a ces deux enjeux. La discussion diplomatique doit porter sur deux fronts. Le premier, c'est la question de la non-extension de l'OTAN à l'Est, premier point, parce que ce sont les conditions exigées notamment par les Russes. Et la deuxième, c'est la reprise des discussions diplomatiques à laquelle la France peut œuvrer autour des accords de Minsk. Je crois que c'est très clair. Et vous savez, pour résumer, au-delà de ce dossier qui nous préoccupe, la position qui est la nôtre, d'une France non alignée, qui retrouve son indépendance, c'est pour servir la seule cause qui doit être servie, la paix. La paix qui est menacée, on le voit aujourd'hui dans ce conflit, on le verra peut-être demain dans d'autres. Vous savez, le monde est une poudrière. Et la France, elle est écoutée à l'international, elle a une résonance, mais elle ne peut l'avoir d'autant plus qu'elle est indépendante et qu'elle apparaît comme fiable aux yeux de ses interlocuteurs. Aujourd'hui, malheureusement, et tant que la France sera alignée dans l'OTAN et avec cette volonté de participer à une construction floue qui est l'Europe de la défense arrimée à l'OTAN, la France ne sera pas et ne tiendra pas cette position médiatrice qu'elle a su tenir par le passé et qu'elle devrait, de notre point de vue, tenir de nouveau. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République au mois d'avril, c'est très clair, nous sortirons de l'OTAN pour retrouver cette indépendance au seul service de ce qui doit être préservé, la paix. On va continuer de suivre tout cela minute par minute, bien évidemment. Mais on va revenir à la politique aussi intérieure. Une élection présidentielle, quand même, se déroule en France. Tout à fait. Vous voulez être désormais le vote utile. Que dis-je ? Le vote efficace de la gauche désormais. Mais en quoi est-ce différent de ce vote utile dont Jean-Luc Mélenchon disait en 2012 « Le vote utile est une camisole de force, il culpabilise les électeurs. S'ils ne votent pas bien, c'est-à-dire pour les deux principaux partis, c'est Marine Le Pen qui va passer. » Il le disait en mars 2012 à Ouest France, Sud-Ouest, pardon. Il a fustigé un raisonnement qui conduit à la catastrophe. Pourquoi le vote utile qui était fustigé en 2012 serait aujourd'hui, même s'il s'appelle efficace, justifié ? Je reprendrai quasiment l'ensemble des mots que vous venez de dire et vous avez remarqué que ni Jean-Luc Mélenchon, ni moi, ni personne au sein de l'Union populaire et de la France insoumise ne reprend la terminologie de vote utile. Alors, quelle différence entre vote utile et vote efficace ? Écoutez, d'abord, il faut remercier Ségolène Royal d'avoir dit des choses que d'aucuns entrevoient, mais que personne ne dit. Elle dit vote utile. Ouais, bon, elle dit vote utile, je lui laisse son vocabulaire. Moi, je préfère parler de vote efficace. Pourquoi nous n'aimons pas la terminologie de vote utile ? Parce que par le passé, nous en avons souffert nous-mêmes et que nous considérons qu'en démocratie, il n'y a pas de vote futile. Voilà, il n'y a jamais trop de démocratie, les électeurs doivent pouvoir se déterminer et à la rigueur, tout le monde est légitime à pouvoir présenter ses options devant les Français. Non, en quelque sorte, derrière le choix sémantique, ce que dit Ségolène Royal, c'est il y a quelqu'un qui fait une campagne qui est solide, qui a un programme, qui a des équipes, qui mène une campagne qui est en dynamique. Si la gauche ne veut pas rester spectatrice du second tour ou participer à une réélection de M. Macron qui serait en quelque sorte une formalité administrative, elle a une option, c'est le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de Ségolène Royal, est-ce que vous sentez que ça fonctionne ? Est-ce que vous sentez qu'on tape à votre porte, que des socialistes ou des élus de gauche sur le terrain D'abord, une chose qu'il faut aussi dire, c'est que quand Ségolène Royal fait cette sortie pour dire le bien qu'elle pense de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et l'efficacité de ce vote, les socialistes tirent de barrage, lui tirent à vue dessus et s'en offusquent. Par contre, vous avez vu que quand aujourd'hui on apprend que Mme Guigou ou Mme Touraine rejoignent Emmanuel Macron, les socialistes qui rejoignent Emmanuel Macron, on ne voit pas de tir de barrage ni de réaction publique de la part des socialistes. Ça, c'est assez étonnant. On va y revenir. Mais au-delà de Ségolène Royal, est-ce que vous sentez que sur le terrain, ou même des élus, tapent à votre porte en ce moment, il se passe quelque chose ? Est-ce que ce vote efficace, il est concrètement entendu ? Alors, d'abord, deux choses. Vous avez vu, là, je sors à l'instant d'une réunion de ce fameux Parlement de l'Union populaire. Vous avez là-dedans des femmes et des hommes, toujours plus nombreux, dont plus de la moitié d'entre eux ne sont pas membres du mouvement La France insoumise et n'ont pas l'intention de l'être.
C'est présidé par notamment Aurélie Trouvé, qui était présidente d'Attaque. Il y a du monde là-dedans. Et quand vous regardez la composition, j'y viens, vous me parlez des élus. Oui, de la dynamique actuelle. Est-ce que quelque chose est en train de se passer maintenant ? Ce qui est en train de se passer, je vous le dis, c'est ce que nous avions prédit qu'il se passerait. Vous avez d'un côté la présence de Jean-Luc Mélenchon, désormais à plus de 10%, entre 11 et 13 dans la plupart des sondages, dans un contexte où, rappelez-vous-en, parce que quand on s'est retrouvé sur votre plateau il y a quelque temps, on pouvait considérer que le second tour était entendu entre M. Macron et Mme Le Pen. Vous vous en rappelez comme moi, Amélie Carrouer. Aujourd'hui, le paysage qu'on a sous les yeux n'est pas exactement le même, et il n'aura échappé à personne que le seuil de qualification au second tour, si on en croit les sondages, il n'est plus le même qu'en 2017 non plus. Il se joue à 15, 17%. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon à entre 11 et 13%, et un second tour qui se joue à 15, alors oui, tout le monde entrevoit que c'est une possibilité. Vous parliez de trou de souris il y a quelques semaines, vous imaginez un peu plus aujourd'hui. Disons que ce trou de souris, c'est quand même ces 15 derniers jours assez considérablement élargi. Pour moi, il y a deux choses, je vais être précis. Il y a d'une part le fait que des électeurs de gauche qui ont envie d'en finir avec le quinquennat de M. Macron et que la dispersion, même s'il y a moins de candidats que dans les éditions précédentes, il faut le dire, vont se déterminer en fonction, en effet, de l'efficacité du vote, d'une part. La deuxième chose, celle sur laquelle nous comptons le plus, c'est l'accroissement de la participation populaire. Et ça me permet de dire, puisque je suis à l'antenne, à celles et ceux qui nous entendent, que vous avez jusqu'au 4 mars, c'est bientôt, pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez 11 à 13 millions de personnes. On allait en parler, mais on va y aller maintenant. Inscrites. Vous lancez une grande opération, vous, la France Insoumise, à partir de demain, pour pousser les Français à s'inscrire sur les listes électorales. Mais le gouvernement aussi a annoncé cette semaine un plan pour les inscriptions, avec dès le 25 février des initiatives, des vidéos, etc. Jean Castex l'a annoncé cette semaine. À partir de demain, on va intensifier encore ce qu'on fait finalement depuis le mois de novembre 2020. Vous avez des femmes et des hommes à qui je rends hommage, qui tous les week-ends, maintenant même la semaine, sont au porte-à-porte dans ces quartiers où il y a parfois 10-20% de participation dans leurs élections pour faire l'essentiel. C'est appeler les gens à aller voter pour changer des choses. Mais le plan du gouvernement, vous n'y croyez pas. Le gouvernement, il va mettre en branle quelque chose à partir du 25. Vous y croyez, vous, à 49 jours du premier tour ? Non, ils ne font pas les efforts nécessaires. En fait, vous êtes allé plus loin dans l'hémicycle cette semaine du côté de la France Insoumise. Vous avez même accusé le gouvernement d'avoir entretenu finalement cette abstention. Laissez-moi le dire. En effet, quand vous avez 11 à 13 millions de personnes qui, dans ce pays, ne sont pas ou mal inscrites sur les listes électorales, c'est-à-dire quelque chose comme un quart du corps électoral possible, et qu'on ne voit pas le gouvernement ou l'État, depuis des semaines, des mois, déployer tous les efforts nécessaires pour que la participation augmente, on peut se poser la question. Pour aller au bout de votre réflexion, une partie de la réponse tient au fait qu'on sait que l'accroissement de la participation profite à certains et pas à d'autres. Enfin, on connaît la sociologie de l'abstention. C'est d'abord, et je m'adresse à eux, les jeunes, les ouvriers, les employés. Il ne s'agit pas de leur faire la leçon. Souvent, ce qu'ils nous disent s'entend tout à fait. Des promesses non tenues. Oui, on a eu des promesses non tenues. Nous n'avons jamais gouverné ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'y insiste, mais dans le programme, quand on met le droit de révoquer les élus, c'est pas pour faire de la littérature, c'est parce qu'on sait qu'il y a besoin de garde-fous qui permettent aux gens de garder le contrôle, de dire si on croit vos promesses, qu'on vote pour vous, et que derrière vous n'appliquez pas ce pourquoi on vous a élu, on doit pouvoir reprendre la main. Permettez-moi de reprendre moi aussi la main, de revenir aussi à cette question du vote efficace, parce que c'est vraiment le sujet du moment vous concernant. Il y en a un qui dit merci mais non merci. C'est Fabien Roussel. Il dit plaider pour le vote utile ou efficace, donc c'est se priver de voter pour les idées dont on se sent le plus proche. Fabien Roussel, vous avez regretté cette semaine de ne pas être côte à côte dans cette élection. Et il vous reclaque un peu la porte au nez. Je vais vous en parler, mais pour être bien clair, je propose qu'on conclue sur la discussion qu'on avait sur la question de l'abstention d'abord. On parlera de... pas laisser conclure sur mon vote efficace. Juste pour dire une chose, il est à peu près certain que les électrices, les électeurs de M. Macron ont déjà mis leur réveil matin pour le 10 avril. D'accord ? Ils vont en reprendre pour 5 ans. Parce que M. Macron, on va en parler après, a redistribué beaucoup aux plus riches de ce pays. Non mais c'est important. Et donc à toutes celles et ceux qui croient que voter ne sert plus à rien. Oui. Là, je leur dis, vous savez, les électeurs de M. Macron, ils vont y aller. Et ils savent pourquoi ils y vont. Donc si vous croyez que ça ne sert à rien, regardez-les eux faire. Ils y vont, ils savent pourquoi ils y vont pour défendre des intérêts. Donc aujourd'hui, vous avez un candidat qui propose véritablement de tout changer, de passer à la 6ème République, de partager les richesses, de s'employer à faire la bifurcation écologique. Il faut se saisir de cette occasion. Donc, vous inscrire sur les listes électorales et faire en sorte qu'on se regroupe autour de cette candidature qui fait que dans 49 jours, on peut y arriver. Vous savez, comme on veut justement parler d'emploi et d'économie, permettez-moi justement de continuer d'avancer comme je finis juste sur Fabien Roussel, c'est important pour l'électorat, puis il commence à monter aussi dans les sondages. Il vous dit non, en gros, à ce vote efficace, ce vote utile, encore une fois... c'est se priver de voter pour les idées dont on se sent le plus proche. Je voulais juste répondre à ça, comme ça, après on avance, mais... Écoutez, je vais être très clair. Les communistes sont des amis. 85 à 90, sinon plus, % de nos votes à l'Assemblée nationale sont communs.
comme beaucoup d'électrices et d'électeurs, j'ai du mal à comprendre que ce qui a été possible entre nous, non sans un certain succès d'ailleurs en 2012 et en 2017, 2012, Jean-Luc Mélenchon fait près de 12%, 2017 près de 20%, dans le cadre d'une alliance avec le Parti communiste français, j'ai du mal à comprendre que ce qui était possible hier ne le soit plus aujourd'hui. Plus encore même, Amélie Carrère. Quand vous avez le contexte qu'on vient de décrire, un Jean-Luc Mélenchon entre 11 et 13% dans les sondages, un seuil de qualification au second tour à 15-16, et un Fabien Roussel qu'aujourd'hui on donne à 3-4%. La question est posée aujourd'hui. Si à cette heure, nous étions dans la même configuration qu'en 2017, nous serions d'ores et déjà donnés au second tour. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un contact ou des discussions en ce moment pour essayer d'évoquer ce point ? Écoutez, moi je comprends, j'ai même une forme d'admiration pour la fierté communiste. On doit beaucoup, l'histoire sociale de ce pays doit beaucoup à ce parti. Je pense que Fabien Roussel est en train de vivre sans doute les meilleures années de sa vie, mais ce qui compte dans les prochaines semaines, c'est les 5 prochaines années de la vie du pays. Alors en effet, les choses devraient encore être possibles. Maintenant, je vous dis aussi que Fabien Roussel, malheureusement, je le regrette, déploie beaucoup d'énergie pour se singulariser, en quelque sorte, et parfois même, dans les discours qu'il peut porter, donne l'impression de vouloir creuser un fossé qu'il n'est pas nécessaire de creuser entre nous. Regardez par exemple la question du nucléaire, mais la question du nucléaire, elle a été... Ça peut être un non-sujet. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, dans les 2 dernières échéances, 2012-2017, nous étions ensemble, et pour autant Jean-Luc Mélenchon et moi étions partisans de la sortie du nucléaire, et les communistes non. On avait réglé ça par le référendum, donc c'est toujours possible. La main tendue, reste à voir s'il la saisira. Mais la question qui lui est posée, encore une fois, sans animosité et sans acrimonie, c'est que Fabien Roussel, Yann Brossat, que j'ai entendu l'autre jour sur votre plateau, tenait un discours totalement inverse en 2017. Il disait en effet, c'est même Yann Brossat qui sur votre antenne, je crois, parlait de vote efficace pour Jean-Luc Mélenchon. Donc je dis simplement, mes camarades, quand vous voyez la configuration sondagière aujourd'hui, oui, la question de l'accès au second tour de ce bloc populaire est posée. Alors après, pour le reste, et comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, donc je le répète sur votre antenne, si nous arrivons à nous qualifier au second tour, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, dès le soir du premier tour, nous ferons la proposition à toutes celles et ceux qui le voudraient de venir gouverner avec nous, quel qu'ait été leur vote, puisqu'alors on saura pour appliquer quel programme. Celui-ci, si les Français l'ont choisi. Vous avez un autre sujet, c'est que du côté d'Emmanuel Macron, on se voit bien être aussi le vote utile de la gauche. Olivier Véran, sur cette antenne ce matin au grand jury, interrogé Monsieur sur Macron, le vote utile de la gauche. Non mais on avance. Quand Olivier Véran dit quand on est à gauche, voter Mélenchon, c'est pas le vote utile, c'est le vote futile. Bon, et vous avez vous-même cité les ralliements d'anciens ministres socialistes qui leur permet d'alimenter le fait que plus que ça, il serait le vote utile potentiellement de gauche. Et certaines, vous avez vu les articles qui commencent à fleurir sur le fait que potentiellement une partie des électeurs de gauche pourrait se réfugier vers lui. Non mais, pardon, mais ça va peut-être nous faire anticiper aussi sur vos sujets d'après. Et donc je vais y aller que à tâtons. Mais comment peut-on considérer comme de gauche le bilan d'un homme qui est responsable notamment d'une situation qui fait qu'aujourd'hui dans ce pays, 5 personnes, 5 milliardaires, possèdent autant que 27 millions de Français. On va parler du front de l'emploi, parce que derrière la propagande du gouvernement, il y a toujours 6 millions de chômeurs au compteur, toutes catégories confondues. Donc la politique de M. Macron, qui a fait des chômeurs les responsables de leur chômage avec la réforme de l'assurance chômage, qui est allé prendre 5 € d'APL à celles et ceux qui en avaient le plus besoin, mais qui par contre a distribué à plein à celles et ceux qui avaient le plus. Enfin, franchement, je dis à des femmes et des hommes qui se définiraient comme de gauche, si vous avez l'intention de voter pour cet homme, pour en reprendre pour 5 ans de plus, pour faire la réforme des retraites et tout le reste, c'est que vous avez perdu votre boussole. Vote utile, vous réagissez comment à ces propos d'Olivier Véran ? Bon, c'est du niveau d'Olivier Véran quand il va sur d'autres terrains que les siens. Je crois que c'est de bas étage. Et puis je redis qu'il n'y a jamais de vote futile et qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui, précisément parce qu'il parlait des gens de gauche, ont envie que ça change dans ce sens-là, dans le sens de plus de partage, dans le fait d'éradiquer la pauvreté, dans le fait de s'employer à traiter des problèmes, mais que le gouvernement a été incapable de traiter. La France est à la remorque de tous ses objectifs en matière de changement climatique. Donc, qui peut croire qu'il y aurait quelque utilité que ce soit pour relever les grands défis qui sont devant nous, à reprendre pour 5 ans de cette soupe qu'on a eue d'Emmanuel Macron. Non, il faut en finir, au contraire. Il faut pouvoir être candidat. 370 parrainages, je crois, au dernier comptage. C'est toujours ça pour vous ? Oui, les derniers comptages du Conseil constitutionnel, c'est 370, ce qui fait que sans faire de grands calculs savants, il nous en manque 130. Et qu'à cette heure, le travail continue, parce que ça n'est pas simple et que rien n'est dit par avance. Vous pourriez faire appel, et est-ce que vous commencez déjà à être en contact avec lui, à François Bayrou et sa banque des parrainages démocratiques ? Non, j'espère qu'on puisse se passer de sa proposition, parce que voyez-vous, quand Jean-Luc Mélenchon a proposé à l'Assemblée nationale cette loi qui permettrait d'en passer par 150 000 parrainages citoyens pour ne pas être
systématiquement avec ce verrou des 500 parrainages d'élus, qui plus est sans l'anonymat aujourd'hui, ce qui rend leur tâche encore plus complexe. Eh bien, les élus du MoDem n'ont pas voté avec nous. Donc, si vraiment ils voulaient faire en sorte de déverrouiller ce système, qui franchement est obsolète aujourd'hui, ils auraient pu le faire à cette occasion. Ils ne l'ont pas fait. Mais vous n'excluez pas totalement d'y avoir recours si vraiment vous n'y arrivez pas. Je préférerais qu'on se débrouille sans y avoir recours, et c'est pour ça que nous sommes toujours à la tâche à l'heure où je vous parle, et que plus que d'être à la tâche, je profite de l'occasion pour redire aussi, s'il y a des élus derrière leur téléviseur, que parrainer un candidat à l'élection présidentielle, ça ne vaut pas un soutien politique, d'une part, et que deuxièmement, ce droit que vous avez, cette possibilité, vous ne l'avez pas demandé, mais la démocratie de notre pays en a besoin. Donc il faut en effet parrainer les candidats qui aujourd'hui n'ont pas leur parrainage. Éric Zemmour devrait-il les avoir? Selon lui, ne pas obtenir les 500 parrainages serait le révélateur d'un dévoiement de cette procédure de parrainage. Et il dit, une élection sans lui, mais aussi sans Marine Le Pen ou sans vous, rendrait l'élection illégitime. Vous êtes d'accord avec ça, avec lui? Je le crois, oui. Et au-delà du fait de savoir si c'est M. Zemmour, Mme Le Pen ou n'importe qui d'autre, l'étape des parrainages d'élus ne peut pas être instrumentalisée comme un moyen de faire barrage à des candidatures. Ça ne peut pas être un moyen de pression pour empêcher tel ou tel d'y arriver. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Vous avez vu dans notre dernier rolling, vous savez, le sondage roulant de LCI avec l'IFOP tous les jours, que Éric Zemmour, encore une fois, j'y mets toute la prudence nécessaire. C'est un sondage quotidien, il y a des marges d'erreur, etc. Mais vous avez vu cette dynamique à droite avec Éric Zemmour qui, là, est passé devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Comment vous regardez ce qui se passe du côté de cette bataille à droite de la droite? Et cette dynamique, c'est ce que disent certains pour Éric Zemmour en ce moment. Ce qui se passe, d'abord, les concerne. Premièrement, moi, ce que je vois d'un mauvais œil, c'est le fait que la droite républicaine aille maintenant reprendre des termes qu'on ne lui connaissait pas par le passé. Quand j'ai entendu, comme vous, Valérie Pécresse parler de grand remplacement et toutes ces foutaises, je m'inquiète, en effet. On préférait avoir en face de nous une droite républicaine qui tienne bon sur ses positions, comme on a pu le connaître par le passé. Du reste, je vais vous dire une chose, plus que les affaires internes de la droite et de l'extrême droite de ce pays. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que, par exemple, la semaine dernière, Mme Le Pen a annoncé qu'elle renonçait à la retraite à 60 ans. Alors que quelques jours auparavant, un sondage du journal du dimanche affirmait que 71% des Français, et je crois qu'ils ont raison, souhaitent le retour de la retraite à 60 ans. Alors, désormais, c'est assez clair, en fait. Si vous retirez du discours de M. Zemmour, de Mme Le Pen et même parfois de Mme Pécresse tout ce qui concerne l'identité, les musulmans, qu'ils stigmatisent bien souvent, ou l'immigration, si vous retirez ces thèmes avec lesquels ils essayent de saturer le débat, et qu'il vous reste notamment leurs propositions économiques, en fait, vous trouvez des nuances d'Emmanuel Macron. Ces quatre-là ont l'intention de faire travailler les Français plus longtemps. Aucun de ces quatre-là n'a l'intention de s'employer à faire ce qui est urgent de faire, partager les richesses. Donc, pour en vous, fait, ça clarifie la politique. Vous savez que souvent on disait de Marine Le Pen qu'elle essayait de parler aussi à votre électorat, notamment avec sa proposition sur les retraites. Vous dites que ça clarifie un peu plus la situation. Et c'est très clair, c'est-à-dire que quand on voit son développement sur la modulation de l'âge de départ à la retraite, ça montre son incapacité totale à tenir bon sur une position qui pourtant mérite d'être tenue. Alors, si vous voulez, quand on propose la retraite à 60 ans, c'est pas un cadeau de Noël qu'on fait. Pourquoi la retraite à 60 ans? Parce que la productivité a beaucoup augmenté, parce que les richesses produites ont beaucoup augmenté et sont très mal réparties, et parce qu'on sait qu'on peut financer sans grande difficulté le fait d'offrir à chacun, à chacune, de partir à la retraite à un âge décent. Amélie Carrouer, quand vous voyez que l'espérance de vie en bonne santé recule régulièrement, clairement, quand vous savez aussi l'espérance de vie qui n'est pas la même, je crois que c'est 13 années entre un cadre, 6 années entre un cadre et un ouvrier, 13 années entre les plus riches et les plus pauvres, oui, vous vous dites qu'il faut pouvoir partir à un âge digne. Ça coûte seulement 2 points de la richesse nationale à consacrer en plus aux retraites. Franchement, quand vous voyez la gabegie des dividendes et tout le reste dont on va parler peut-être, vous dites que c'est possible de le faire. Donc en fait, clairement, ce qu'il s'agit de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le tableau, en tout cas des 5 premiers dans les sondages, si vous voulez en finir avec M. Macron, mais sur d'autres bases que les siennes, eh bien, le vote efficace, en effet, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Rapide, justement, Emmanuel Macron, pas encore candidat. La candidature est dans l'atmosphère. Est-ce que vous dites il doit se déclarer, ça suffit maintenant, il doit rentrer sur le ring? Certains disent il vole le débat démocratique. Ou vous dites effectivement, en situation aussi internationale, on comprend qu'il n'en soit pas ainsi pour le moment? Vous savez, il y aura toujours et jusqu'au bout des dossiers qui permettront au président de la République de justifier qu'il ne revête pas les habits du candidat. Donc l'Ukraine, c'est une excuse pour ne pas entrer dans la campagne présidentielle? Non, c'est pas une excuse, mais ça lui fournit un bon alibi. Moi, je pense que de toute façon, c'est un secret de polichinelle depuis des mois, et même depuis bien plus longtemps que ça. Tout le monde sait que M. Macron sera candidat. Il n'y a aucun secret. Donc qu'attend-il pour descendre dans l'arène? Je crois qu'en réalité, M. Macron veut éviter le plus possible les jours et les semaines où il va devoir affronter son bilan, qui est désastreux,
et que nous savons mettre à jour devant les Français. Bilan désastreux. On va en parler, Amélie Carrère. Ouais, oui, ça pose un problème démocratique, je veux m'arrêter là-dessus, que le président de la République, en quelque sorte, dans cette idée qu'il est un monarque absolu dont l'élection serait une formalité administrative, ne descende pas dans l'arène. Par ailleurs, le personnage en tant que tel, on le connaît plutôt comme aimant la bagarre politique et le panache. Mais donc qu'attend-il? Et j'espère qu'il participera au débat. Parce que le pays a besoin de la confrontation Adrien politique. Quatennens, mais certains disent il y a une situation diplomatique qui est extrêmement tendue. Et alors quoi? Il serait malvenu. Et donc on signe un papier en bas candidat. duquel on dit M. Macron repart pour 5 ans? Non, il y a une élection. Et M. Macron, il vole cette élection. Mais M. Macron, comme candidat, n'a pas plus de pouvoir que les autres. Et son statut de président de la République ne lui donne pas d'autres statuts comme candidat. Il est dans l'isoloir et devant les autres candidats, il est un candidat comme les autres. Vous parliez de son bilan. Oui. Le bilan, vous disiez, le bilan, il est mauvais. Cette semaine, il y a eu la forte baisse du chômage au quatrième trimestre à 7,4%. Grande victoire française, dit Bruno Le Maire. Vous n'y voyez aucune raison de se réjouir. On va y venir juste après, mais le gouvernement, depuis un moment, dit attention, l'objectif plein emploi est peut-être faisable. Ça doit être même notre objectif désormais. Alors que l'objectif plein emploi soit faisable et que ce doit être un objectif de celles et ceux qui gouvernent, c'est une évidence. Vous le partagez vous-même. Mais attendez, d'ailleurs, rappelez une chose, c'est que vous voulez parvenir au plein emploi. Dans emploi. notre Constitution, l'emploi est un droit. Un droit. C'est-à-dire que le rôle de celles et ceux qui gouvernent ou qui aspirent à gouverner, c'est de rendre ce droit effectif. Donc on va en parler. Amélie Carrère, j'aimerais pouvoir, comme vous, me réjouir d'une situation. Mais je sais aussi... Je n'ai rien qualifié, je vous pose la question. Et je sais aussi, parce que nous sommes assez expérimentés pour cela, déjouer des opérations de propagande. Si vous me laissez juste un instant. Sur la question de l'emploi. On nous annonce donc une baisse du chômage historique de 7,4%, d'accord? Quand vous regardez la réalité de ces chiffres, vous savez que, pardon, c'est un peu technique, mais il faut commencer par là, vous avez 3 catégories aux chômeurs dans ce pays, vous le savez. Et la catégorie qui est prise en compte pour ces statistiques ne tient pas compte de l'essentiel, le niveau de précarité extrême de l'emploi. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner pour expliquer ce succès formidable du gouvernement, les 7,2 de baisse du chômage. Derrière ces chiffres se cache quoi? Une précarité extrêmement accrue de l'emploi. Notez que 2/3 des 107 000 emplois nets qui nous ont été annoncés au 4e trimestre 2021, c'est de l'intérim. D'accord? C'est des contrats extrêmement courts, parfois de moins d'un mois, de moins d'une semaine, de moins d'un jour même, qui vous font disparaître des statistiques du chômage, qui permettent à M. Bruno Le Maire ou à Mme Borne de venir sur vos plateaux tout plastronnant, vous dire qu'ils ont un succès historique. Mais ce succès historique s'explique par une explosion de la précarité de l'emploi. Deuxièmement, c'est les radiations à Pôle emploi. D'accord? Des gens qui ont été radiés de Pôle emploi et donc, succès, il y a moins de chômage, il disparaît. Et ensuite, les emplois subventionnés, comme l'apprentissage et tout le reste. Donc, de toute façon, avec la politique qu'ils ont menée pendant 5 ans, qui a consisté pour l'essentiel sur le front de l'emploi, à réduire les droits des travailleurs avec les ordonnances travail, d'un côté, et de l'autre, à pénaliser les chômeurs alors qu'1 sur 2 n'est déjà pas indemnisé, ça ne crée pas de l'activité et de l'emploi. Parlons de vous. Oui. Vous aussi, Jean-Luc Mélenchon, compte parvenir au plein emploi. C'était dans les Échos cette semaine une exclusivité, comme on dit. Le plan ambitieux de Jean-Luc Mélenchon pour atteindre le plein emploi. Alors il y a l'investissement massif dans la transition écologique et il y a également le choc de consommation. C'est ça, le plan que vous avez, vous, pour le plein emploi, c'est notamment le choc de consommation. Et la diminution du temps de travail. Et la diminution du temps de travail. C'est important parce que quand vous voyez la situation qu'on a sous les yeux, en gros, ces 20-30 dernières années, la productivité a beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup plus de richesses avec moins de travail humain. Or, dans la même période, les salariés n'ont pas vu leur salaire augmenter en proportion, ni le temps de travail diminuer. Et donc, on doit se dire, mais où va la hausse de productivité? Si on produit plus de richesses avec moins de travail humain, et que comme salarié, vous ne voyez pas votre salaire augmenter, ni votre temps de travail diminuer, pour qui vous produisez? Et c'est là qu'on voit ce chiffre incroyable qui nous dit qu'en 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, les salaires seulement de 12%, et que l'investissement productif, et ça c'est très grave, a reculé de 5%. Quand on nous vend un capitalisme vertueux qui investit pour l'avenir, vous avez vu comme moi, et je sais, Amélie Carrère, que c'est assez banal d'entendre des responsables de gauche venir fustiger les profits records ou les dividendes versés aux actionnaires, mais là, quand même, en pleine pandémie, bravo, quoi. 137 milliards de profits, 70 milliards de dividendes et un investissement qui est ridicule. J'ai une question précise sur le choc de consommation. Oui. Parce qu'on a pu en voir les limites par le passé de choc de consommation. En somme, en gros, vous donnez de l'argent aux gens, mais actuellement, dans l'économie, ils vont plutôt le dépenser parce qu'on va acheter la télé Samsung, le portable de l'autre bout du monde. Le déficit commercial, il est abyssal aujourd'hui pour notre pays. Comment votre choc de consommation à vous peut fonctionner? Vous m'interrogez sur comment on parvient au plein emploi. Ouais. Je réponds d'abord à votre question.
D'abord, il y a une urgence, c'est d'éradiquer la pauvreté dans ce pays. Bon, D'accord ? mais vous ne voulez pas me répondre parce qu'on y vient. Non, mais justement, on va prendre le temps sur éradiquer la pauvreté, mais sur par le exemple, choc de consommation. augmenter les salaires, choc de consommation, Ouais. je vous réponds là-dessus. Augmenter les salaires, quand vous avez des travailleurs pauvres en masse, augmenter le SMIC à 1 400 € net, comme on veut le faire dès le mois d'avril, et faire que les salaires augmentent dans les branches, c'est nécessairement de la consommation populaire qui se relance et c'est de l'argent qui s'injecte dans l'économie. Et y compris sur beaucoup d'activités qui ne sont pas délocalisables, contrairement à ce qu'on en dit. Donc oui, c'est vertueux, c'est positif. Mais pour le plein emploi, il y a, retenez ça, 3 grands piliers. Le premier, c'est la diminution du temps de travail. C'est-à-dire, en gros, et pour faire vite, travailler moins pour travailler mieux et travailler toutes et tous. Ça veut donc dire application réelle des 35 heures, aller vers les discussions pour aller vers 32 heures hebdomadaires, une 6e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. Et là, vous me dites, mais en fait, il nous fait une liste au Père Noël. Mais non. Parce que, par exemple, savez-vous depuis combien d'années les Français n'ont pas eu une semaine de congés supplémentaires ? Depuis les années 80. Or, depuis, la productivité n'a cessé d'augmenter. Et ce qu'on voit derrière ces chiffres, c'est que dans les années 80, un salarié français travaillait quelque chose comme 9 jours pour rémunérer les actionnaires. C'est plus de 50 jours aujourd'hui. Donc, quand on dit on va augmenter les salaires ou diminuer le temps de travail, en fait, on dit une seule et même chose. Il faut partager la valeur produite. Et aujourd'hui, elle est très mal répartie. Donc, diminution du temps de travail, grand 1. Deuxièmement, vous en avez parlé, le défi du 21e siècle est celui dans lequel la France doit jouer tout son rôle. C'est la question écologique, climatique. Et nous voulons engager la planification écologique. Je vous ai juste donné quelques éléments, mais quelques chiffres pour voir ce que ça crée en termes d'emploi. Nous voulons isoler 700 000 logements par an. Vous savez qu'il y a 12 millions de personnes qui subissent la précarité énergétique, qui ont froid chez elles l'hiver, malgré le fait qu'elles soient à la maison. C'est 240 000 emplois d'ici à 2030 qu'il va nous falloir créer dans ce secteur. Aller vers le 100% d'énergie renouvelable, on chiffre ça à plus de 200 000 emplois. Passer à une agriculture écologique et paysanne relocalisée, il va nous falloir 300 000 paysans supplémentaires. L'économie de la mer, dont parle si souvent Jean-Luc Mélenchon, 600 000 emplois. Alors, bref, vous voyez qu'entre la diminution du temps de travail, la planification écologique, on ne se pose pas la question de savoir si on va manquer de travail, on se pose la question de savoir comment on va former le plus rapidement possible toutes les filières qui va nous falloir employer. Gardons du temps pour, effectivement, l'un des points de votre programme, notamment précisé et révélé aujourd'hui, c'est comment éradiquer la pauvreté. En tout dernier ressort, Amélie Carrère, parce que c'est important, parce que vraiment le temps file. Très rapidement, mais nous voulons aussi instaurer une garantie d'emploi. C'est-à-dire qu'à la fin, toute femme, tout homme, chômeur de longue durée, volontaire, que le marché n'emploierait pas, doit pouvoir, en dernier ressort, se voir proposer par l'État un emploi ou une formation qui correspondent à ses qualifications dans leur bassin d'emploi et à des tâches que le marché n'accomplit pas. Il y a plein de métiers dans lesquels on a besoin d'accomplir des tâches qui ne le sont pas. Vous le disiez vous-même, prendre le temps d'en parler, je pense que vous le souhaitez. Votre volonté d'éradiquer la pauvreté, précision de votre programme, ça a été dévoilé aujourd'hui, garantie autonomie visant à compléter les revenus, les minima sociaux de chaque Français, automaticité de toutes les prestations sociales, interdiction d'exclure un enfant d'une cantine scolaire pour motif impayé, je ne peux pas tout citer. Mais d'abord, ce sera la priorité, la première mesure de Jean-Luc Mélenchon s'il était élu, parce que je me souviens l'avoir vu dire ça en novembre 2020, dire moi la première chose que je fais, c'est ce plan éradiquer la pauvreté. Mais première question, deuxième question, est-ce que vous n'y voyez pas quand même un risque un risque déceptif ou que ce soit jugé un peu irréalisable ou irréaliste en un quinquennat de dire éradiquer la pauvreté? Amélie Carrère, ça n'est pas réaliste en un quinquennat de voir par exemple, des milliardaires en 19 mois de pandémie qui ont accru leur fortune de 240 milliards. D'accord ? Ça n'est pas irréaliste, ils l'ont fait. Ça n'est pas irréaliste de voir le CAC 40 distribuer 70 milliards de dividendes. Tout ça n'est pas irréaliste. Et ça ne choque personne. Donc, fixer comme priorité de dire un grand pays comme la France, qui produit plus de 2300 milliards d'euros de richesse chaque année, a les moyens, à la condition qu'on accepte cette idée en 3 syllabes, partager, de mettre fin à ces situations de pauvreté. Est-ce que vous y croyez en 5 ans ? Parce que même Jean-Luc Mélenchon, dans son meeting de Montpellier très récemment, disait mon programme, c'est un programme de transition parce qu'on ne peut pas tout changer en 5 ans. On va tout mettre en place le plus vite. Par contre, ce que je peux vous dire, oui, c'est que très vite, le SMIC, dès notre arrivée, sera à 1 400 €, que nous allons augmenter les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté. Retenez ça. Si Jean-Luc Mélenchon, si nous gouvernons au mois d'avril, dès que possible, il n'y aura plus personne sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est 1 063 €. Parce que vous savez, on parle de chiffres, alors on peut les aligner. 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. C'est 400 000 de plus pendant le quinquennat de M. Macron. Et dans la même période, il a réussi à faire que les 500 familles les plus riches ont, elles, doublé leur patrimoine.
C'est pas tombé du ciel, c'est la politique de M. Macron, notamment la politique fiscale. 12 millions de personnes, la précarité énergétique, 8 millions qui dépendent de l'aide alimentaire. Donc oui, fixer le cap en disant nous mettrons fin à la pauvreté en assumant le partage, oui. Donc c'est les salaires, ma question, c'était le de seuil de savoir, pauvreté... En 5 ans, en combien de temps? Mais écoutez, c'est difficile à quantifier le plus rapidement possible. Il y a des tas de réformes qui sont déjà prêtes dans les cartons. Vous savez, nos 5 ans à l'Assemblée nationale comme opposition, c'est aussi 5 ans pendant lesquels nous nous sommes préparés à l'exercice du pouvoir. Il y a des projets de loi plein les cartons qui sont prêts à être déployés. Vous savez que beaucoup disent dans ces cas-là, d'accord, mais comment vous financez, comment vous chiffrez, surtout à l'ère de la crédibilisation, de la volonté de rassurer peut-être des entreprises. Vous savez, à l'ère où certains ont les yeux rivés sur la dette et des investisseurs qui regardent des trajectoires, est-ce que vous ressentez le besoin de répondre au moins à ces questions de financement et de chiffrage? Mais nous leur parlons. Vous savez, la semaine dernière, je représentais Jean-Luc Mélenchon devant toute une série d'investisseurs et de patrons. Et je leur dis, je ne suis pas venu en effet vous dire ce que vous attendez que je vous dise et ce que les autres vous ont dit avant moi. C'est-à-dire, ils vous disent ce qu'on vous dit depuis 30 ans. On va baisser les impôts de ceci, dégréver cela, faire des taux de TVA réduits, etc., etc. Et ça produit quoi? Ça fait 30 ans qu'on mène cette politique, résultat, rien ne fonctionne, et c'est toujours plus la catastrophe. Ils n'investissent même pas dans les secteurs d'avenir. Donc nous, on leur offre une chose aux entreprises, c'est de la prévisibilité. On va dire, voilà, on fixe quelques objectifs. Par exemple, la règle verte, c'est un défi humain, technique formidable. Il va falloir se retrousser les manches. Ça va créer des perspectives en termes d'emploi et d'investissement, mais pas sur les bases que nous avons aujourd'hui, où c'est la foire aux dividendes et tout le reste. Et puis, je pense qu'un grand pays comme la France, et y compris ces gens-là, doivent être soucieux du niveau des inégalités. Enfin, on ne fait pas ni un pays vertueux ou une économie qui fonctionne avec de tels niveaux. Donc, en effet, ce partage des richesses, nous avons l'intention de le faire. Alors, par exemple, vous me dites comment on finance? Par exemple, sur la fiscalité. Vous savez, il y a des gens qui se disent « Ah, si Mélenchon arrive au pouvoir, tout le monde va payer énormément d'impôts. » Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Aujourd'hui, dans ce pays, il faut que les gens nous entendent, en proportion de leur richesse, en proportion de leurs revenus, ce sont les plus riches qui paient le moins. Quand les plus riches nous disent « On paye énormément d'impôts », par exemple, M. Bernard Arnault a déjà dit ça, « Je paye beaucoup d'impôts ». Oui, M. Bernard Arnault, vous payez beaucoup d'impôts en volume, mais en proportion de votre richesse, c'est pas grand-chose. Alors que la classe moyenne, elle porte tout l'effort sur son dos. Alors, message grand public, si nous gouvernons ce pays dans quelques mois, avec la réforme fiscale que nous voulons faire, qui va permettre de lisser l'effort entre tout le monde avec les 14 tranches d'impôts, ça produit en effet qui, là, pour le coup, va parler à ceux qui nous entendent. Avec Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, tous les contribuables qui gagnent moins de 4 000 € vont payer moins d'impôts. Et si vous me demandez comment on finance, je vous réponds juste sur un point. Du reste, je vous donne rendez-vous le 12 mars, parce qu'on va faire une grande émission du chiffrage de notre programme, qui va être très précis. Mais par exemple, la garantie d'autonomie que nous voulons financer. C'est-à-dire ce que je vous ai annoncé quand je dis plus personne ne vivra sous le seuil de pauvreté. Il y en a pour 28 milliards. Par exemple, ces 28 milliards, on les récupère avec l'impôt universel qui fait que les personnes qui s'échappent pour des raisons fiscales payent la différence entre ce qu'elles auraient dû payer en France et ce qu'elles vont payer à l'extérieur. Quand on a proposé que tous les jeunes indépendants du foyer fiscal de leurs parents aient une allocation d'autonomie de 1 063 € pour se consacrer à leurs études, on vous a dit comment on le finance. On le redistribue par la taxation de l'héritage maximum à 12 millions. Rendez-vous le 12 mars pour ce qui est du chiffrage. Pour celles et ceux qui veulent de longues précisions chiffrées, rendez-vous le 12 mars. Un challenge en attendant, il nous reste très peu de temps et j'ai pourtant 2 questions. Je réponds par oui ou non. Non. Allez, on va tenter mieux que ça. Pour EDF, la recapitalisation par le gouvernement, 2,1 milliards, l'État qui volerait donc au secours d'EDF, bonne chose? Bonne chose que l'État vole au secours d'EDF, mais pas dans les conditions qui ont été données. Parce que ce qui se cache derrière les annonces de Bruno Le Maire, c'est la ressucée du projet Hercule, qui correspond aux volontés de la Commission européenne de démanteler EDF, en faisant en sorte que tout ce qui coûte cher, notamment le nucléaire, ça soit dans l'État, à l'État de le gérer, mais tout ce qui va être profitable va aller au privé. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons reconstituer un grand pôle public de l'énergie et sortir l'énergie du marché parce que ça explique largement la hausse des prix que les Français subissent. Renationaliser EDF, aucune option ne doit être écartée. Et ça, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit cette semaine. Derrière cette proposition de Bruno Le Maire se cache un loup qui est en fait leur intention de nationaliser ce qui coûte cher. C'est-à-dire l'État va se taper ce qui coûte le plus cher, notamment le nucléaire, qui est une gabegie financière désormais. Et de l'autre côté, les énergies renouvelables et tout ce qui peut rapporter va être privatisé. Donc ça, nous ne sommes pas d'accord. Pour nous, c'est la reconstitution d'un EDF, GDF 100% public et la sortie du marché de l'énergie. Toute dernière question. Dans l'actualité, une randonneuse de 25 ans qui a été tuée par balle dans un accident de chasse.
C'était samedi après-midi alors qu'elle se promenait. L'auteur présumé du tir, une chasseuse de 17 ans qui participait à une battue au sanglier. Il faut faire quoi? Réglementer, interdire même la chasse, week-end, vacances, comme l'ont proposé d'autres? D'abord, avoir une pensée pour la victime et à la rigueur même pour la personne qui s'est tenue responsable de ça, parce que quand on voit l'âge des 2 personnes concernées, c'est un véritable désastre humain. Mais oui, il faut créer les conditions de pouvoir cohabiter mieux que cela. Et donc, nous, on a fait cette proposition par la voix de mon collègue Bastien Lachaud. On a déposé une loi à l'Assemblée nationale pour l'interdiction, en effet, de la chasse les week-ends et jours fériés, pour que ce genre de risque puisse être au maximum limité. Je vous remercie beaucoup, Adrien Quatennens. Challenge C'était relevé rythmé. dans la dernière ligne droite. Merci beaucoup Merci d'avoir de été avec m'avoir nous invité. dans toute franchise ce soir. Merci à vous. Donc 12 mars pour le chiffrage du projet. On a aussi Exactement. retenu Et le 6 rendez-vous. mars à Lyon pour le prochain gros meeting. Et ben voilà, rendez-vous donné, c'est l'heure du duel. Merci à vous. On parle d'un duel, on y sera.